C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la situation au Mali depuis les attaques menées samedi par les indépendantistes Touaregs du FLA et les djihadistes du JNIM. La ville de Kidal est toujours sous leur contrôle. Ils visent désormais d'autres villes comme Gao. Les djihadistes de leur côté ont annoncé un blocus sur Bamako. Les détails dans ce journal. Cette route migratoire extrêmement dangereuse, la route de l'Est reliant la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique, malgré les risques, ils sont des dizaines de milliers à l'emprunter chaque année. Elle est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Le FEMUA est de retour. La 18e édition ouvre ses portes à Abidjan et en dehors, c'est une nouveauté. Autre nouveauté, le FEMUA du Rire, un festival avec les humoristes les plus drôles de la région. Nous serons sur place dans ce journal. Le Mali est toujours secoué par les attaques menées samedi dernier par les djihadistes du JNIM et les rebelles du FLA. Kidal est sous leur contrôle. Ils visent désormais Gao et demandent aux Russes de quitter le Mali. Du côté de la capitale Bamako, les djihadistes ont décrété un blocus hier. Dans le même temps, le président de la transition, Assimi Goïta, faisait ses premières apparitions depuis samedi. Léo Péchard. Ces images ont été publiées sur les réseaux sociaux. Elles montrent ce qui semble être des combattants du Front de libération de l'Azawad circulant à l'intérieur de la base militaire de Kidal. La ville est tombée sous leur contrôle et de leurs alliés djihadistes du JNIM dimanche dernier. Et ses opposants à la junte militaire ne comptent pas s'arrêter là. Les indépendantistes Touaregs menacent de prendre les villes du nord du Mali comme Gao ou Tombouctou et appellent l'armée russe à se retirer du pays. Nous, notre problème, il est politique. C'est un ancien conflit, je peux dire même avant l'indépendance du Mali. C'est des revendications légitimes de la population de l'Azawad. Donc, nous avons mal vu l'intervention de la Russie pour soutenir la junte. De leur côté, les Russes assurent être toujours aux côtés de leurs alliés maliens, malgré leur retrait négocié de la ville de Kidal. Vive le Mali, vive la Russie. Vive l'amitié Mali-Russie. Vidéo à l'appui, l'armée a affirmé mardi avoir frappé des positions rebelles. De son côté, après 3 jours de silence, le chef de la junte militaire malienne a reconnu des attaques d'une extrême gravité, mais selon lui, la situation est sous contrôle. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Mais les djihadistes du JNIM menacent désormais d'imposer un blocus à l'encontre de la capitale Bamako et de s'en emparer. Et puis sachez que les funérailles du ministre malien de la Défense, Sadio Camara, figure clé du pouvoir tué samedi dernier lors d'une attaque contre sa résidence près de Bamako, sont prévues ce jeudi. Ces funérailles devraient se tenir sous haute sécurité au vu du contexte. On en vient à cet appel de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme en Éthiopie. Ils exhortent le gouvernement saoudien à suspendre l'exécution de 65 Éthiopiens accusés d'infractions non violentes liées à la drogue, privés d'accès à des avocats ou leurs familles. Certains d'entre eux risquent la peine de mort. La correspondance à Addis Abeba de Tom Canetti. Conformément à la loi de la charia, l'Arabie saoudite a déjà exécuté 3 Éthiopiens la semaine dernière accusés de trafic de hashish et il y aurait désormais 65 autres Éthiopiens inculpés pour des crimes liés à la drogue qui font face à un risque imminent de peine de mort. Human Rights Watch a interrogé des sources proches de la prison où ils sont détenus qui ont affirmé que 3 des prisonniers éthiopiens ont fui le conflit au Tigré en 2020 comme réfugiés. Et pour gagner de l'argent sur la route migratoire vers le Golfe, ils ont amené du khat, une plante aux effets stimulants qui est légale en Éthiopie et au Yémen, mais interdit en Arabie saoudite. Ils ont été interceptés par les autorités saoudiennes et condamnés à mort. Depuis 2015, l'Arabie saoudite a exécuté plus de 2000 personnes et plus de 60% de ces exécutions concernent des infractions non violentes et liées à la drogue.
Le Tigray Youth Bureau, qui représente la jeunesse de la région, a écrit une lettre au gouvernement éthiopien lui demandant d'exercer leur pouvoir diplomatique pour essayer d'aider ces prisonniers éthiopiens qui n'ont pas de représentation légale. Malgré ces affaires de justice, la migration vers l'Est, vers les pays du Golfe Persique attire de plus en plus de jeunes dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et les risques en mer, mais aussi à terre, ne les découragent pas. Pourtant, il s'agit de l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Clarisse Fortuné. Sur une vaste plaine balayée par les vents dans le nord de Djibouti, des migrants épuisés reviennent d'un voyage qui a failli leur coûter la vie. La plupart sont éthiopiens, espérant rejoindre les pays du Golfe via le Yémen. Nous avons voyagé à pied. Nos pieds étaient gonflés et couverts d'ampoules. Il nous a fallu 15 jours pour atteindre le bateau. Nous sommes montés à bord de nuit et avons voyagé jusqu'au matin. À 9 h, les gardes-côtes nous ont interceptés et emmenés au Yémen. La traversée du détroit de Bab el-Mandeb est courte, mais souvent dangereuse. Avec des bateaux surchargés, des passeurs sans scrupules et une mer souvent agitée. Selon les ONG, plus de 900 migrants sont morts ou disparus rien qu'en 2025. Chaque année qu'on essaye de faire suite au rapport que nous établissons, considérant que c'est l'année la plus meurtrière enregistrée dans les régions djiboutiennes, on se rend compte que l'année qui suit devient encore plus meurtrière que la précédente. Donc cela nous pousse à une inquiétude importante que l'année 2026 serait aussi peut-être l'année la plus meurtrière. Et on ne sait pas exactement ça va continuer jusqu'à quand. Pour beaucoup, le choix est cruel, risquer la mort pendant le voyage ou affronter la misère. Et sur cette route, d'autres vies seront perdues dans le désert et en mer. Une fois n'est pas coutume, on vous emmène à Paris où un forum consacré à l'investissement et à la compétitivité du Sénégal réunit pendant 2 jours responsables politiques et acteurs économiques. Dans un contexte de pression sur les finances publiques du pays, la diaspora apparaît comme un levier stratégique. Awa Diouf et Anaïs Chesnel étaient sur place. C'est une forte délégation sénégalaise qui est à Paris pour mobiliser les ressources nécessaires au financement du plan Sénégal 2050 de Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Un plan qui veut faire du Sénégal une économie souveraine, plus compétitive. Au cœur de ces rencontres, la diaspora sénégalaise, un acteur clé de l'économie nationale, dont les transferts représentent près de 10% du PIB national. Mais comment transformer ces transferts d'argent largement portés au soutien des familles en véritable levier d'investissement? C'est là tout l'enjeu des discussions qui ont lieu ici à Paris. La diaspora sénégalaise, qui est une diaspora à la fois d'opérateurs économiques mais également de chercheurs, peut beaucoup contribuer à développer ce pays. Ce qu'on attend concrètement, c'est que les investissements, les transferts migrants, qui, quoi qu'on dise au Sénégal, atteignent quelque chose comme 4 milliards de dollars par an, puissent être orientés vers l'investissement. Les acteurs de la diaspora sont, particulièrement dans le domaine économique, des acteurs essentiels. Ces discussions vont permettre, avec les tables rondes, des échanges très fructueux, très utiles sur les défis et opportunités de l'investissement au Sénégal. Entre volonté de souveraineté économique et forte dépendance au financement extérieur, le Sénégal cherche un nouvel équilibre et la diaspora pourrait bien devenir un véritable acteur de cette transformation. Reste à savoir si les annonces faites ici à Paris seront transformées en actions concrètes. Dans l'Est de l'actualité, en bref et en images, Mahamat Idriss Déby en déplacement dans l'Est du Tchad. Le président tchadien s'est rendu sur les lieux des violences intercommunautaires qui ont fait le week-end dernier au moins 42 morts. Le conflit a éclaté suite à une dispute autour d'un puits entre 2 familles vivant sur le territoire. Le panafricaniste Kémi Séba, arrêté il y a 2 semaines en Afrique du Sud, reste en détention provisoire. L'examen de sa demande de libération sous caution a été repoussé au 11 mai par un juge ce mercredi lors d'une audience. Kémi Séba est recherché par le Bénin, son pays d'origine, qui l'accuse d'avoir soutenu la tentative de coup d'État de décembre dernier.
Et puis un tribunal sud-africain a prononcé ce mercredi l'expulsion d'un des fils de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe. Bellarmine Chatunga Mugabe serait impliqué dans la blessure par balle d'un jardinier à son domicile de Johannesburg à la suite d'une altercation. Il est en détention depuis mi-février. Le FEMUA a ouvert ses portes à Abidjan et comme chaque année, des concerts gratuits devraient attirer plus de 180 000 spectateurs. Mais la particularité de cette 18e édition, c'est que vous n'allez pas seulement vous déhancher, vous allez aussi faire travailler vos abdos et vos zygomates. Les détails avec Kaderli de Julien, Makamara et Damien Kofi. Le rire s'invite désormais au FEMUA. La grande nouveauté de cette 18e édition est le lancement du FEMUA Comedy Show, une scène pensée pour mettre en lumière les humoristes africains qui sont restés longtemps en marge du festival. Pour nous, il était important de rajouter cette branche-là pour permettre aussi à nos humoristes de pouvoir faire découvrir leur talent à d'autres personnes et puis aussi se promouvoir. Donc pour moi, c'est une aubaine et je crois que vu l'engouement qu'il y a autour, dans quelques années, ça risque d'être l'une des plus grosses articulations du FEMUA. Donc on ne s'est pas trompé. Sur les planches des figures bien connues de l'humour africain comme le comédien ivoirien le magnifique Maman du Niger ou encore Yann Koko du Gabon. Le comédien ivoirien Boukari, lui, mise sur l'humour satirique ou encore le jeu des langages. Tous les humoristes aussi, on va profiter de cette lucane-là pour casser balle. Bon, on va casser balle de l'humour. Voilà, donc ça veut dire que nous sommes heureux, tous ici nous sommes heureux. Voilà mon nom qui passe là-bas. Nous sommes heureux, franchement. On dit merci à l'initiateur, c'est-à-dire au commissaire général Salif. Voilà, merci de nous avoir offert cette lucane-là. Et on va pouvoir la saisir. Une programmation qui séduit le public venu en nombre. C'est une innovation qui a été en cette année d'avoir FEMUA Comedy Show. Donc on a pu voir les humoristes du moment et l'idée ingénieuse d'avoir invité les humoristes de pays frères montre la fraternité qu'on connaît aux Ivoiriens. On salue les organisateurs, on salue le groupe Magic System avec à sa tête Assalfo pour cette initiative. Autre innovation cette année, la décentralisation d'une partie du festival à Dembokro dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le festival qui se déroule jusqu'au 3 mai prochain accueillera plus d'une centaine d'artistes comme la star sénégalaise Youssou N'Dour. L'ambiance promet d'être électrique à ce FEMUA 18. Voilà, et puis nos équipes sont sur place pour couvrir le FEMUA, Fatima Tawane, Elom Toblé, Armelco et Clémence Valère. On suivra bien évidemment leur couverture dans le Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.